ce magazine d'aujourd'hui, le club de Saint-Céré, un club que vous connaissez très bien, Arième, qui évolue en 3e division, Saint-Céré. Amoureuses et amoureux de Saint-Céré Rugby, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de la période 1983-2000 qui correspond à la période dorée avec la montée en première division. Le club y restera 2 saisons, de 1991 à 1993. Au travers des témoignages des hommes qui ont vécu cet événement, nous souhaitons également rendre un grand hommage à tous nos bénévoles qui font vivre notre club depuis 120 ans. Allez, c'est parti! Cette période débute avec la montée en 3e division lors de la saison 1983-1984. Notre équipe était alors entraînée par Michel Yachvili, le père de Dimitri, qui était originaire de Tulle. Il entraînera durant 3 saisons. Notre club restera en 3e division jusqu'en 1989. Des dirigeants emblématiques que nous quitterons, on pense notamment à Jean-Louis Sol et Jean Cassagnade. Pour autant, les recrutements vont bon train, on recrute même à l'international avec l'Irlandais le plus connu de France, j'ai nommé Gareth Hill. Gareth, bonjour. Bonjour. Tu es arrivé tout droit d'Irlande pour la saison 85-86. Est-ce que c'était pour le beau jeu de Saint-Céré Rugby? Exactement. En fait, pas vraiment. Je ne connaissais pas Saint-Céré, j'ai eu du mal à le trouver sur la carte de France. Mais bon, j'avais envie d'aller jouer à l'étranger. À cette époque-là, le club avait trouvé un poste d'assistant d'anglais au lycée. Normalement, il y avait un Néo-Zélandais qui devait venir, et au dernier moment, il les a laissés tomber. Ils ont eu un copain à moi, qui a pensé à moi, qui m'a appelé. Il m'a donné le numéro de Claudie Paillet, et il m'a expliqué un peu le poste. J'ai dit, bon, d'accord, j'arrive. Et une dizaine de jours après, j'étais là. Et est-ce que tu te souviens de ton premier entraînement avec Saint-Céré? C'est quelque chose qui t'a marqué ou pas? Premier entraînement, non. Premier match, oui. Alors mon premier match, c'était contre Vert. Donc j'ai joué en réserve. Et je me souviens très bien, la dernière touche, j'étais talonneur, donc je lançais une touche. C'était juste devant les tribunes qui s'étaient remplies pour le match de la première. Donc j'ai lancé la balle en touche. Faut savoir qu'à midi, j'avais mangé chez Gabi Salacour. Et Madame Salacour avait sorti les grands plats. Et donc, j'ai lancé une touche, je me suis mis à genoux et j'ai vomi tout ce que j'avais mangé à midi. Devant la tribune pleine, pour le match de la première. Voilà, je me souviens très bien. Du coup, dans le rugby, il y a 3 mi-temps. Est-ce que tu peux nous raconter une troisième mi-temps qui t'a particulièrement marqué à Saint-Céré? Sans hésitation, la 3e mi-temps, après le match, contre Chinon, à Chinon, où les joueurs de Chinon nous ont fait visiter les cadres, déguster le bon vin rouge de Chinon, et ça a duré très longtemps. C'était une très très belle soirée. Tu étais alors au lycée le lendemain? Je crois que j'avais le lundi de libre. Dans cet épisode, on souhaite aussi rendre hommage à nos bénévoles. Qui serait celui ou ceux qui t'ont le plus marqué à cette époque à Saint-Céré? Pierre Massal, qui était, il était toujours là, entraînement, match, toujours présent. À laver les maillots, à préparer tout ce qu'il fallait pour le match du dimanche. Un mec impressionnant. Merci Gareth. On se retrouve donc les 4 et 5 juillet pour fêter nos 120 ans. Un dernier mot pour la fin? On ne perd pas sous les tours. Merci Gareth. Un des artisans majeurs de la montée en première division fut Pierre Destic. Alors PDG de la Sermati, il intégra le club en tant que président. Il restera à la tête du club durant 9 saisons, jusqu'en 1995. Donc aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Pierre Destic, donc le président emblématique de la période dorée de Saint-Céré Rugby. Donc Monsieur Destic, merci d'avoir répondu présent. Bonjour. C'est un plaisir. Tout d'abord, on voudrait connaître votre premier lien avec le club. Comment vous êtes arrivé à Saint-Céré Parce que ma famille était de Saint-Céré, mon père a joué à Saint-Céré. Et puis quand j'étais à Paris et que je jouais à Paris, quand je venais ici, j'ai fait quelques matchs sous faute licence
avec les joueurs de l'époque et les anciens que vous voyez, Bellou, enfin toute l'équipe, quoi. Voilà. Vous avez passé 9 ans en tant que président. Pendant ces années-là, notre club qui était en 3e division montera en 2e division, puis immédiatement en groupe B. Oui. Quelle a été pour vous la recette miracle de cette période? Ben écoutez, la recette miracle, je pense qu'il y avait une ambiance qui était le fait des dirigeants avec l'entraîneur ou les gens qui s'en occupaient, qui était remarquable. Il y a aussi quelque chose que je voulais parler parce que je pense que l'entraîneur et le président doivent faire les deux doigts d'une main. Et avec Patrick, c'était fusionnel. Et 30 ans après, ben, je l'ai souvent encore au téléphone, ça s'appelle. Et puis bon, je veux dire quand même pour le groupe de joueurs. Le groupe de joueurs, bon, il y avait toujours quelques farfelus. J'étais pas toujours trop tendre, quand ça passait pas bien, je gueulais. Et l'autre jour, il y en a un qui me dit, tu sais, tu avais raison de nous engueuler souvent. Jean-Pierre Fenn, je l'engueulais quand il était sur le terrain. Des fois, je dis, putain, Jean-Pierre, arrête! C'est que s'il y avait une mêlée ouverte et tout, il était là à sourire, il prenait le mec par les couilles, il lui écrasait les couilles. Alors, je voudrais rajouter quelque chose. Chinon, on les a reçus, alors je ne m'en rappelle plus. C'était un des matchs juste avant la montée, mais ça devait être en 2e division à l'époque. Et quand on est allé là-haut, ils nous ont plus que très bien reçus. D'abord, j'ai été reçu par l'entraîneur qui m'a amené à la cave troglodyte du vin de Chinon. Il avait une R5 Société, et derrière la R5 Société, vous savez, c'est un plateau, il n'y avait que des cadavres de bière. Donc j'ai dit, ça y est, on est parti dans un truc qui est particulier. Et puis bien sûr, ça a été un peu particulier, le Chinon coulait à flot. Et quand on pensait partir, ou je pensais qu'on allait partir, ben, quand je faisais monter 2 joueurs devant, il y en avait 3 qui descendaient derrière. Et on a terminé, ben, quand même tout le monde est monté. Et moi j'ai terminé couché dans le couloir central du car, parce que j'en pouvais plus, je dormais dans le couloir central. C'était des bons vivants. Et du coup, vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, la venue de Patrick Berjal? Ben, la venue de Patrick Berjal, j'avais recherché un peu à l'époque sur Tulle. On cherchait à la fois un joueur, parce que bon, il a joué pendant très longtemps de mille-ouverture hein, avec nous, et en même temps l'entraîneur. Et on s'est vu, et puis c'est rentré comme ça, et puis on est parti. Et du coup, avant votre présidence, le club n'avait pas de domicile fixe. Le club faisait la tournée des bars. Ouais, c'est vous qui avez instauré la mise en place du clubhouse à l'ancien casino, en face de l'ancien casino. Ouais, je suis allé voir Pierrot Delbos, et puis Pierrot Delbos, je dis Pierrot, il me l'a loué. Et donc on avait tout qui était prêt. Il y avait les frigos, il y avait les bars, il y avait tout dedans. Et quasiment tous les joueurs venaient. C'était un endroit, si vous voulez, où ça remenait souvent tard. Et si vous deviez retenir un souvenir qui vous a vraiment marqué sur cette période? C'est que quand on est monté en national de l'époque, il y avait 64 clubs, ça n'avait rien à voir à ce qui se fait maintenant. Tous les présidents de tous les clubs de national étaient invités par la Société Générale, boulevard des Italiens. Et vous voyez, je n'ai encore le... J'étais là et j'étais fier de ça. Et dans cet épisode, on souhaite également rendre hommage à tous les bénévoles qui ont œuvré pour ce club. Est-ce que vous, dans cette période, est-ce qu'il y a un ou plusieurs bénévoles auxquels vous pensez Ben, écoutez, on avait un groupe de personnes si vous voulez, qui s'en occupaient, mais on avait surtout une fidélité des bénévoles qui était importante. Et on pouvait leur demander n'importe quoi, c'était parfait. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un groupe de dirigeants qui est resté suffisamment constant pendant les 9 ans où je l'ai fait, et sur lequel ben, ils étaient parfaits, ils étaient disponibles pour tenir le bar, pour faire ci, pour faire là. C'était parfait. Merci Monsieur Destic pour ce que vous avez fait pour le club. On se retrouve donc le 4 et 5 juillet pour fêter les 120 ans. Bien volontiers. Pour terminer, est-ce que vous voulez rajouter quelques mots? On ne perd pas sous les tours, c'est arrivé de temps en temps. Ça arrive. Voilà.
Oui. Merde ici. Ah, c'est fait les mal. C'est le sommet. Avant mon départ. Oui, c'est pas parti. Avant au sol là-bas, là, il a fait la réception.
Durant ces années incroyables, le club a pu également compter sur un entraîneur-joueur investi, Patrick Berjal, qui a été recruté par Pierre Destic. Patrick Berjal, bonjour. Merci d'avoir répondu présent. Enchanté. Bonjour à vous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment vous êtes arrivé au club à Saint-Céré? Pierre Destic avait eu mes coordonnées et puis était venu me rencontrer. J'habitais à l'époque à Tulle avec Pierre Sauquet et Claudie Paillet. Et voilà. Et puis, moi, je sais que je savais déjà que j'arrêtais à Tulle. Déjà, j'avais été blessé un an avant et tout. Et puis, je pouvais moins jouer, même si après, j'ai continué à jouer quelques fois. Et donc, eh bien, ça s'est fait. Ça s'est fait assez rapidement. Voilà. Et puis, ça a démarré comme ça. Vous pouvez nous faire une petite présentation rapide de votre carrière? Bah oui, ma carrière, moi, je l'ai commencé comme à l'époque, c'était presque tous en minime, hein, c'est-à-dire à l'âge de 7-8 ans, à l'époque, un truc comme ça. Après, j'ai fait le début de ma carrière à l'école de rugby à Brive. Là, au gré des occasions et tout, j'ai eu la chance de faire les phases finales avec le CAB en 75. J'étais remplaçant pour la finale. J'ai fait les huitièmes, les quarts, j'étais remplaçant pour les demi et la finale. Et puis 2 ans après, je suis parti à Tulle. Et à Tulle, j'ai passé des merveilleuses années avec un groupe d'amis. Et puis quand j'ai fini Tulle, eh bien, ça a été Saint-Céré en 86 ou 7. Vous avez entraîné Saint-Céré pendant 6 saisons, de 87 à 93. Quel a été votre meilleur souvenir? Eh bien, tout l'ensemble, de 87 à 93. C'est dur de détacher. Je dirais que le meilleur souvenir, finalement, c'est la période. Je me rappelle, au niveau sportif, un match qui revient, toujours en premier, c'est le match de 8e de finale contre Sarlat. Je crois que c'est l'année où on était monté, justement. Et j'ai toujours le souvenir de ce match, parce que pour moi, de toute la période, je ne dis pas que ça a été le plus joli à voir, ni le plus spectaculaire, mais ça a été le plus abouti. C'était vraiment ce jour-là, j'étais sur le bord et j'ai jamais cru qu'on pouvait perdre ce match. J'ai toujours pensé là, je crois qu'on a touché un peu le sommet de notre rugby ce jour-là. Durant cette période, vous avez connu un seul président qui était Pierre Destic et on a ressenti vraiment une relation très forte entre lui et vous. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Ah oui, Pierre, bien sûr. Hein. C'est un ami, je peux le dire. Hein. On se téléphone encore tous les ans, hein. Donc 30 ans après. Mais c'est quelqu'un en qui j'ai eu toujours, au long du parcours à Saint-Céré, j'ai toujours eu une grande confiance. Je vais vous proposer un jeu. À chaque adjectif que je vais vous donner, est-ce que vous pourriez nous donner le premier nom du joueur qui vous vient à l'esprit? C'est bon pour vous? Ouais. Le plus décisif? On va penser à un botteur qui nous passe les pénalités quand il faut, dernière minute, comme Thierry Vilpontou, par exemple. Décisif, je pense que vraiment on était une équipe sans grande vedette et on était une équipe assez homogène. Et quand on a perdu des matchs, ça n'a jamais été à cause d'un gars. Et pareil, quand on a gagné, ça n'a jamais été grâce à quelqu'un. Est-ce que vous pouvez me citer un joueur avec un état d'esprit irréprochable, on va dire celui qui était le plus facile à entraîner? Je dirais Jean-Tout Garcia. Le plus rebelle? Alors là, j'y ai pensé, ouais. C'est Roland Lasfar, le pilier. Je me rappelle, il était guide touristique à Padirac, je crois, il faisait un truc comme ça. Voilà. Alors bon, le mois d'août, pas d'entraînement, pas de mise en forme, pas de truc. Bon. Il arrive en septembre, il lui fallait le temps de retrouver la condition. Et puis le problème, c'est que nous, à l'époque, je me rappelle, on était pas très gaillards devant, notamment en pilier droit. Et Roland, il comptait énormément, quoi. Et il fallait le pousser un peu pour qu'il soit prêt le plus vite possible et tout. Et puis il avait toujours une espèce de pointe au mollet de temps en temps. Alors il fallait le ménager un mardi, il fallait pas qu'il court trop, sinon il ne pourrait pas jouer le dimanche. Ceci dit, Roland, je l'aime beaucoup. Hein. Quel était pour vous le plus guerrier? Je pense à Tony, je pense à Jean-Tout encore, je pense à d'autres. Ouais, il y en a eu plein de guerriers devant. Devant, il y en a eu plein. Le plus bagarreur? Il n'y en a pas eu. Ça, des bagarreurs, vraiment des bagarreurs, des gens qui je n'ai pas souvenir. Alors il y a eu, on se faisait respecter, hein, mais je reparle de Tony, là, c'était des gars qui étaient souvent provoqués pour les faire disjoncter et tout. Alors bon, il fallait les tenir un peu, les maîtriser en disant tombe pas dans le panneau, tombe pas dans le piège. Mais
J'ai pas souvenir d'avoir eu dans le groupe des gens qu'il fallait cadrer ou punir ou sanctionner parce que c'est eux qui avaient foutu le bazar, quoi. Quel était le plus bringueur ou le meilleur en troisième mi-temps? À part moi? Bien évidemment. Non, le meilleur, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. Allez, c'était Raymond, le bénévole qui nous accompagnait. La transition est toute trouvée. On voulait rendre hommage à tous nos bénévoles. Qui serait celui ou celle qui, pour vous, vous a le plus marqué durant cette période où vous avez été entraîneur? Le couple Massalve. Vraiment des gens adorables déjà, et puis qui n'ont pas compté leurs heures pour nous faire plaisir, quoi. Voilà. Merci Patrick pour ce que vous avez fait pour le club. On se retrouve donc les 4 et 5 juillet pour fêter nos 120 ans. Alors j'espère. Donc en fait, est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire pour parler de cette période? Mais j'espère que tout le monde va bien, que le club vit bien et que la devise « on ne perd pas sur les tours » va encore perdurer longtemps. Pour finir, je vous invite à aller à la rencontre de 2 joueurs qui ont contribué à la réussite de ces belles années. Donc nous sommes aujourd'hui avec Jean-Pierre Fell, bonjour Jean-Pierre, et Dominique Fauvel, bonjour Dominique. Vous avez connu la période dorée de Saint-Céré Rugby, donc c'est les années 87 à la période 87-92, où vous avez connu les montées successives, et puis la période en groupe B. Est-ce que vous pouvez me raconter un ou plusieurs souvenirs qui vous a particulièrement marqué durant cette période? Les meilleurs souvenirs pour moi, c'est ces 2 ans que j'ai passé à Saint-Céré. J'ai fait la montée en 2e division et la montée en groupe B. J'ai commencé en junior à Saint-Céré et j'ai fini en groupe B à Saint-Céré. Alors pour moi, c'était l'aboutissement d'un parcours hobbystique. On avait un bureau qui était extraordinaire. On avait un président qui était extraordinaire aussi et un entraîneur hors du commun. Donc, oui, on se rejoint un peu. Moi, les souvenirs, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup parce que on a vécu les 2 premières années avec une complicité, une entente. On était copains, on était soudés d'une manière extraordinaire. D'ailleurs, après le match après le match de la montée contre Riom, on a perdu contre Fleury-d'Aude. Et là, il s'est passé quelque chose, j'en ai encore la chair de poule. C'est-à-dire qu'on savait que le groupe allait se disloquer un peu. Il y en a qui allaient arrêter, il y en a d'autres qui allaient venir. Et franchement, on a passé une soirée énorme en termes d'émotion, de complicité. Ces années-là, je me rappelle que même en phase finale, le lundi, qu'il n'y avait pas d'entraînement, on allait s'entraîner, ne serait-ce que pour se voir. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne savait pas ce qui s'était passé le dimanche soir, quand on avait quitté la scène. Et donc des fois, on était obligé d'arriver le lundi pour savoir comment c'était passé, se revoir, et ça, franchement, c'était énorme. Voilà, ça fait partie des super souvenirs. Est-ce que vous avez en mémoire un match ou un match clé, un match charnière, un match viril, un match dur ou un match peut-être qui a tout déclenché, que vous avez en tête? Il y a eu ce match qu'on perd, mais contre Garazi. Au match retour, on avait perdu chez nous, on a perdu chez eux aussi, mais on arrive à se qualifier. Mais bon, comme dit Jean-Pierre, tout ne se raconte pas, mais enfin, il y en a qui sont rentrés le dimanche, dont moi, parce que je suis quand même assez sérieux, mais il y en a qui sont rentrés le lundi, d'autres le mardi, d'autres le mercredi. Il faut s'en rappeler, quoi. Jean-Pierre, est-ce que toi tu as aussi un match Oui, moi j'ai un match particulier, c'était contre Fumel ici, qui a été physiquement très dur. Parce qu'il fallait en permanence avoir les rétroviseurs. Je suis allé d'ailleurs aux urgences d'ailleurs ce jour-là. Et donc je m'en souviens de ce match. Dans les anecdotes ou des matchs qui marquent, plus pour l'anecdote, on avait joué en Coupe B contre R-sur-Adour, où il y avait un joueur, un excellent international qui s'appelle Lansaman, qui pendant le match, bien sûr, à un moment donné, il est tombé chez nous. Et comme l'arbitre à l'époque avait des lunettes en contreplaqué, la justice fallait ça faire soi-même. Donc quand il est tombé chez nous, il a servi de paillasson. Sauf quand ces gars ont vu ça, ils ont voulu bien sûr le venger. Et il s'est relevé, il a dit gentiment, il a dit non les gars, pas de problème. J'étais chez eux, j'ai été châtié, c'est normal.
Par contre, le prochain qui tombe chez nous, il ramasse. Et là, une ligne est arrivée, une frontière est arrivée. Et là, je pense que personne n'a dit, à part Gilles Roux, qui bien sûr lui mettait la tête là où nous on mettait pas les pieds. Mais voilà, ce jour-là, on a compris qu'il y avait une limite à ne pas dépasser. Est-ce que vous pouvez nous évoquer quelle a été la meilleure troisième mi-temps ou la plus grosse bringue que vous avez connue durant cette période? J'en ai une, pas du tout à s'insérer. Donc, quand on était allé à Garazi, il y en a quelques-uns qui sont rentrés par le quart et un groupe qui est resté là-bas et qui sont rentrés par leurs propres moyens. Cette nuit-là, Patrick Berjal avait un copain qui était demi de mêlée à Saint-Jean-de-Luz. On sort du bar de Garazi, je ne sais pas quelle heure il était, et il y avait un mec devant en voiture, son copain, Patrick, monte dans la voiture et il nous dit on va vous ramener à la gare de Bayonne. D'accord. Et sur l'autoroute, on voyait bien que le pilote avait quelques problèmes pour conduire. Et là, Patrick demande à son pote de Saint-Jean-de-Luz, mais ton copain, là, t'es sûr, tu le connais bien? Et là, le demi-mêlée de Saint-Jean-de-Luz, il lui dit mais moi je ne le connais pas. Le mec nous avait pris. On était 5 dans cette voiture. On a été obligé d'ouvrir les vitres et on a chanté tout ce qui nous venait à la tête pour pas qu'il s'endorme. Il arrive à la gare de Bayonne et il y avait deux cars de flics qui étaient à l'entrée de la gare de Bayonne. Il est passé entre les 2 cars de flics. Ils n'ont pas broché. Je pense que je suis arrivé le lundi soir chez moi. Voilà la petite anecdote que je peux raconter, puis j'en ai pas d'autres. C'est la seule fois que j'ai fait le tour. Merci à vous pour ces belles anecdotes. Pour finir, est-ce que vous avez un ou plusieurs bénévoles qui vous reviennent en mémoire, tout particulièrement durant cette période? En rayon des bénévoles, mais Pierre Destic, de toute façon, moi je suis venu grâce à lui, déjà au club. Il y avait Pierrot et Alain Nouzière, avec qui on passait des bons moments. Au club, il y avait Ali Maître, et Coco Cross, pour les bandages et pour... Oui. Coco Cross. Mais tu avais Pierrot et puis sa femme. Parce que oui, c'est elle qui nous faisait à manger. Et je peux te dire qu'il fallait... on mangeait bien. Il fallait, ouais. On mangeait bien, on mangeait même très bien. Il y en a un qui me revient, c'est Popov aussi, Bourdet. Je sais pas, ça c'était un travail de 5-6 ans avant, quoi. Pierre, Patrick Berjal, ils avaient travaillé ensemble, et plus le comité de tous ces bénévoles là, pour en arriver à l'explosion en 80, 89, 90, et pour faire les 2 montées comme ça s'est pas fait par hasard, quoi. Merci en tout cas, messieurs, déjà pour tout ce que vous avez fait pour le club et pour tout ce que vous faites encore. On se retrouve donc les 4 et 5 juillet pour fêter nos 120 ans. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? On ne perd pas sous les tours. Il faisait ça, il y avait un peu le point. Moi, j'ai dit non, il n'allait pas le chatonner, il n'allait pas voir cette chose.
many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life. La prochaine question, elle est pas terrible. Tu étais présent sur les fameuses années de montée en deuxième première division. Bon, ben, je crois que s'il y a possibilité de monter, il ne faut jamais la refuser. Je vois des fois les clubs qui la refusent. Moi personnellement, je ne pense pas comme eux. Je crois qu'il faut le faire, mais quand on est monté, c'est la chute qui me fait toujours peur. Au niveau effectif, bon, la saison a été difficile puisqu'on a pas mal renouvelé l'effectif l'an dernier, on a eu des blessures d'éléments importants, de nouveaux sont arrivés, mais je crois qu'on sait s'adapter un peu à tous les styles de jeu. Disons que je reviens un peu aux sources, puisque je suis un enfant du pays, et puis j'ai commencé ici en junior, j'ai fait cadet junior, alors j'ai de grosses envies de faire quelque chose à Saint-Céré et de faire progresser ce club. Le groupe B, peut-être pas, non, la seconde division, oui. C'est un objectif que quand je suis arrivé en troisième division, c'était pour 1 an, quoi. Et pour moi, c'est 1 an, et je veux dire, l'année prochaine, on jouera avec Saint-Céré en seconde division. Mais c'est pas fait. Moi, je ne peux pas supporter cette saleté, là. Enfin, heureusement que vous êtes là pour le nettoyer, hein, parce que qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Et voilà comment le joueur de rugby sait se montrer indispensable aux habitants qui très vite deviennent les meilleurs supporters.